présence pour ce que j'espère être le dernier petit déjeuner sous cette formule à distance et que nous pourrons, dès le mois de septembre, nous retrouver tous dans des conditions plus agréables. Donc, on termine ce mois de juin avec un sujet qui, pour certaines entreprises, peut être d'actualité, prévention des difficultés en entreprise, sujet délicat, sujet qui peut souvent conduire à des situations difficiles pour ceux qui en souffrent, conflictuelles entre les différents partenaires. Et donc, un remerciement particulier pour les témoins qui vous seront présentés tout à l'heure. Merci à nos intervenants, merci à EY donc, qui va nous présenter comment dirais-je, ses témoins et ses intervenants, le partenariat avec la CCI, avec le CPME, qui nous ont permis de préparer ce petit déjeuner. Bien évidemment, l'objectif, c'est d'éviter ces situations difficiles, c'est d'anticiper, mais on va vous expliquer ça en détail. Vous pensez, comme d'habitude, à désactiver vos micros et vos caméras, en particulier si les bandes passantes sont un peu justes. On a consacré 1 heure à cette présentation, donc vers 9h45, on terminera. On prolongera pour ceux qui le souhaitent les questions, si par hasard il y en avait encore au bout d'1 heure, ce dont je ne doute pas. Vous pouvez poser donc vos questions par le chat, on les prendra en compte et on les relaiera à nos experts. Voilà, donc merci à nouveau à EY pour cette animation et bien entendu, comme d'habitude, je passe la parole à Assiba Kabej de la Banque de France qui va nous faire le point de situation habituel et que je remercie. Merci Philippe, bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui et je me réjouis de vous retrouver tous physiquement au mois de septembre. Alors, pour ce point conjoncture, je vous présenterai la situation sous un autre angle parce que pour les entreprises qui sont nos partenaires dans l'exercice, on est en plein exercice de conjoncture, là, donc on est en train de collecter les données et ce serait un peu dangereux pour moi de vous donner la tendance de ce qui se dégage sur le mois de mai et sur et les prévisions du mois de juin, même si j'ai quelques éléments que je partagerai avec vous. Donc, une présentation sous un autre angle, je vais demander à Damien de passer la première slide, une slide que vous n'avez encore jamais vue dans ce petit déjeuner, puisque je vous présente les niveaux d'activité dans les différents secteurs, tels que les chefs d'entreprise nous l'ont communiqué chaque mois. Donc, on a posé la question simple aux chefs d'entreprise, quel est votre niveau d'activité par rapport à votre situation pré-Covid, une situation que vous jugez normale. Et comme vous le voyez, en rouge, c'est les pays. Alors, il y a quelqu'un qui pianote sur l'ordinateur. En rouge, ce sont les Pays de la Loire. En bleu, il y a quelqu'un qui tourne des pages. C'est le national. Vous voyez qu'on a connu une forte chute d'activité en avril 2020. On avait un niveau d'activité autour de 47%. Vous avez vu que post-premier confinement, l'activité a nettement repris. Et puis, à chaque fois qu'on a eu un épisode de confinement ou de restriction d'activité, on a eu des petits replis. Mais globalement, ce que vous pouvez voir dans l'industrie, c'est qu'on a une activité qui se situe à un niveau proche de 91%, 2 points en retrait par rapport au niveau national. Il se stabilise à ce niveau. Ça s'explique parce qu'on a des secteurs dans l'industrie qui sont plus en difficulté, comme dans les autres moyens de transport, le textile et l'habillement. Et donc, l'activité va progresser, à mon sens, dans l'industrie très progressivement pour retrouver son niveau normal au premier semestre 2022. Mais on va gagner les points, marche par marche dans l'industrie et ce sera progressif. Alors, une slide qui est importante que je vous ai déjà commentée, mais comme la tendance se renforce, je vous la représente. On est toujours dans l'industrie, ce sont les carnets de commandes. La courbe en rose, c'est les carnets de commandes. La courbe en bleu, ce sont les stocks de produits finis. Comme vous pouvez le voir, qu'on soit en France ou dans les Pays de la Loire, au national, comme la tendance est la même. Les carnets de commandes ont retrouvé des niveaux d'avant-crise, voire même avant. Donc, la demande est bien là, la reprise est là, l'orientation d'activité est plutôt bonne. Je vais dire même, elle est bonne.
Un point d'attention, c'est effectivement des stocks de produits finis qui sont passés en dessous du niveau normal. Et donc, il y a un sujet d'attention. Et ce que nous disent les chefs d'entreprise dans le secteur de l'industrie, au-delà des stocks du niveau des stocks que je partage avec vous, c'est qu'on commence à observer un problème, un problème de recrutement, mais surtout de recrutement sur des compétences clés, et donc des tensions sur les effectifs, et ça commence à apparaître dans certains sous-secteurs. Et l'autre sujet, bon, et c'est un sujet qui est partagé avec la construction, le bâtiment, le TP, c'est la flambée des matières premières, des prix des matériaux, la pénurie de certains, avec l'impact que ça peut avoir sur les chaînes de production qui peuvent être mises à l'arrêt quelques jours ou quelques semaines. Donc voilà, un sujet d'attention, en fait, un sujet d'attention puisque ce sont des freins à la reprise. On a une activité qui repart et qui repart bien, et avec l'allègement des mesures restrictives d'activité, ça repartira encore plus fort, et comme c'est le cas à chaque fois dans notre région. Mais avec ces points d'attention, ces freins risquent effectivement de ralentissement de la reprise. Slide suivante, ce sont les services marchands. Et là, pareil, même question aux entreprises et services marchands. Regardez le niveau dans les services marchands, on tangente presque les 100%. On a un haut niveau d'activité, 96% d'activité dans les services marchands, un niveau qui est même quasi 100% dans certains secteurs. Ceux qui pêchent, vous les connaissez, hein, ceux qui sont plus en difficulté, qui sont touchés, l'hôtellerie-restauration, la réparation auto avec la mesure de confinement, et puis on a les services à la personne. Mais ce qui est notable, c'est que dans les services marchands qui représentent quand même plus de 50% des effectifs de la région, comme vous l'observez, on est 10 points au-dessus du national. C'est une tendance qui est plutôt inverse dans l'industrie, où on est quand même très proche du national. Mais là, on a quand même des services marchands extrêmement dynamiques et pour lesquels, enfin, effectivement, dans la région, on fait mieux qu'au national. Et ça, c'est une performance pour nos entreprises. Si on regarde du côté du bâtiment, ce que vous pouvez voir, c'est que depuis la fin du premier confinement, l'activité est à haut niveau. Elle a même retrouvé les niveaux, même elle a dépassé les niveaux d'avant-crise à l'été dernier, et que l'activité, elle se maintient à haut niveau. On est à 100%, hein, donc et même c'était prévu pour le mois de mai à 100%. L'activité se maintient à haut niveau, on est au niveau d'avant-crise, mais avec effectivement les sujets de préoccupation que j'ai évoqués avec vous sur les matières premières, les difficultés de recrutement qui pourraient pénaliser ce bon niveau d'activité. Donc, un secteur du bâtiment qui, sur le plan de l'activité, se porte bien, et les orientations, comme vous pouvez le voir, restaient bonnes. Si on regarde sous un autre angle maintenant les choses, puisque je vous ai dit que je vous présenterai des diapos que je ne représente pas habituellement, vous présentez effectivement comment évoluent les encours de crédit. Je vois que la FBF est avec nous aujourd'hui. On est dans des volumes d'encours qui continuent à progresser, hein, au niveau national, plus 10,5%. On est sur les crédits mobilisés. Et dans les Pays de la Loire, toujours une belle progression des encours. Donc, le crédit est là. Les entreprises peuvent mobiliser le crédit. À noter que c'est principalement les TPE et les PME qui tirent cette tendance. Les grandes entreprises voient leurs encours plutôt stables. Un focus pour préparer la table ronde qui arrive, pour vous donner une photo de ce qui se passe dans les Pays de la Loire. Hein. Vous avez tous lu effectivement que le nombre de défaillances d'entreprises avait baissé de plus de 40% en 2020. Bon, là, on a les chiffres à fin mars. Au niveau national, on est à moins 40%. Dans les Pays de la Loire, la tendance est un peu plus marquée puisqu'on est à moins 42%. On connaît les raisons, hein, de la baisse du nombre de défaillances d'entreprises. On s'attend effectivement à un effet rattrapage. Hein. C'est aussi pour ça que cette table ronde est organisée. Mais avec le retrait des mesures gouvernementales et puis la reprise d'une activité normale, effectivement, on s'attend à ce qu'il y ait davantage de défaillances que dans les mois précédents. Mais pour nous, Banque de France, on ne s'attend pas à ce stade, hein, et avec beaucoup de prudence, à aller au-delà de l'effet rattrapage. Alors, pareil, un indicateur intéressant qui suit la même tendance,
Ce sont les impayés et faits, hein. Il y a d'autres types d'impayés, bien évidemment, mais vous voyez que dans les Pays de la Loire, la tendance est encore plus marquée sur les impayés. Donc, je vais m'en arrêter là, vous remercier pour votre attention et vous dire que dans le cadre de cette table ronde, la Banque de France est également très attentive, est un partenaire, puisque vous savez qu'on est très impliqué dans les différents dispositifs d'accompagnement des entreprises. Et dans le cadre du dispositif de sortie de crise annoncé par le gouvernement récemment, nous sommes un des partenaires de l'accompagnement. On a dans tous les départements des correspondants TPE, PME pour orienter les entreprises, mais on a également, et à chaque fois que les entreprises en ont eu besoin, et il y a eu plus de 600 entreprises qui ont été accompagnées en médiation du crédit lorsqu'il y a eu des besoins de financement, des difficultés de financement ou même avec des assureurs crédit. Et puis, je terminerai là-dessus parce que ça peut aider, c'est que nous mettons à la disposition de tous les chefs d'entreprise dont le chiffre d'affaires fait plus de 750 000 euros de chiffre d'affaires, gracieusement et gratuitement, notre outil de diagnostic et d'établissement de prévision qui est Topal et qui peut être utilisé en ligne ou être avec un accompagnement d'un analyste. Donc voilà, je veux juste m'arrêter là-dessus en vous disant qu'on peut aussi accompagner les entreprises qui le souhaitent. Et on restera un acteur clé et comme tous les autres, hein, bien évidemment, de cet accompagnement aux côtés de la CCI, de la CPME et de l'ensemble des cabinets qui accompagnent les entreprises. Voilà. Merci pour toutes les informations et cette compréhension de la conjoncture. Je m'appelle Pascal Serrantis, donc je travaille chez EY Grand Ouest dans le département restructuring l'idée par Guillaume. Aujourd'hui, on vous a préparé un petit déjeuner autour des sujets de la prévention des difficultés en entreprise. Pour ce faire, on a essayé de faire intervenir un certain nombre de personnes avec des regards croisés différents pour amener de la richesse. Nous aurons 3 intervenants. Guillaume Cornu, qui est le responsable France du département restructuring et cash management, et aussi une double casquette sur le marché entrepreneur, c'est-à-dire ETI principalement, qui pourra aussi donner une vision croisée. Il a plus de 30 ans d'expérience et fait partie des personnes les plus reconnues en France au sujet de restructuring. J'interviendrai moi-même en accompagnement de Guillaume. Et ensuite, Alain Bessodou, ici présent, qui est un ancien chef d'entreprise, ancien président de la CPME et ancien juge consulaire, pourra donner aussi sa vision de la prévention de notre entreprise. Ce sera très intéressant. Et dans les témoins, on aura un témoignage d'une entreprise qui a connu ces difficultés et qui pourra nous faire part de cette aventure-là, dans les bons moments comme dans les mauvais moments, et là où elle a pu trouver des leviers humains, ressources et trouver des solutions pour s'en sortir. Et c'est le cas, et c'est une belle réussite. Et ensuite, là, Monsieur Simon, qui est quelque part l'habitant du monde bancaire, qui pourra nous présenter la vision de la banque. Guillaume, je te laisse lancer et nous donner ton avis sur la situation. Oui, merci Pascal. Bonjour à tous. Donc effectivement, j'ai la chance, je mesure ce mot, d'accompagner les entrepreneurs dans plein de situations, et notamment dans les situations de complexité, de difficulté depuis un peu plus de 30 ans maintenant. Je suis parti des vieux du restructuring, il paraît, c'est ce que vient de souligner Pascal. Plus sérieusement, l'idée aujourd'hui, effectivement, c'est faire plutôt avoir un partage d'expérience, et je pense que le témoignage de chef d'entreprise sera clé. Ce premier slide que vous avez sous les yeux, finalement, qu'est-ce qui vient résumer? Il vient résumer ce qui s'est passé depuis un an et ce qui s'est passé le 15 ou le 16 mars 2020, je ne me souviens plus bien de la date exacte du confinement, du premier confinement, où tout s'est arrêté. Donc, moi, j'ai connu, comme certains d'entre vous, la crise de 91 et qui a duré, la crise de 2008, bon, il y a eu la crise des startups en 2000, et la crise de 2008 qui a également duré, parce qu'on sait tous que malheureusement, une crise, ça ne s'arrête pas au bout de 6 mois ou un an. Et celle-là, elle a été quand même assez particulière, parce que tout le monde a été impacté, sauf certains secteurs un peu privilégiés. Et j'ai coutume de dire que le 15 mars, je ne sais pas si c'est 60, 70, 80% des entreprises se sont retrouvées dans une situation de restructuring. Pourquoi je dis ça? C'est que quand tout s'arrête, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de rentrée, alors il y a moins de sorties aussi, évidemment, mais tout le business s'est arrêté, ben, on se retrouve dans une situation typique d'une entreprise entre guillemets en difficulté, qui est de dire ben, j'ai plus de cash, comment je fais pour justement pour survivre? Et finalement, et encore une fois, beaucoup d'admiration pour les entrepreneurs parce qu'il y a eu une capacité d'adaptation incroyable au moment de ce choc extrêmement violent. Mais finalement, le message qu'on veut faire passer ici, c'est que, et c'est ce qui s'est produit,
c'est qu'on dit toujours que le cash est le nerf de la guerre, plus que jamais il l'est devenu. Et dans ce type de situation, et on n'est pas là pour donner des leçons, hein, on est là pour partager l'expérience. Ce qui est très important, effectivement, c'est de pouvoir s'outiller d'un outil de pilotage de la trésorerie. On y reviendra et Pascal vous présentera un modèle, mais qui est juste plutôt indicatif. Et ce slide, il résume quoi? Il résume le fait de dire que dans ce genre de situation, le mieux est l'ennemi du bien, dans le sens où il faut être hyper pragmatique, qu'il faut construire assez vite une prévision de trésorerie, enfin, avoir une vision sur son cash et prendre toutes les mesures pour préserver son cash. Parce que dans toute situation de restructuring, on a aussi coutume de dire qu'il faut être riche en trésorerie. Ça paraît paradoxal, mais donc il faut acheter du temps pas pour en perdre, acheter du temps pour construire une solution qui va permettre derrière le rebond. Et donc, l'avantage de cette crise, entre guillemets, c'est que personne ne pouvait dire « je ne suis pas impacté ». Donc, il n'y a pas de tabou, on ne se met pas de contraintes et on prend toutes les mesures nécessaires, indispensables pour justement générer de la trésorerie. On est véritablement dans le court terme. Et donc, c'est énormément de bon sens et de manière effectivement à pouvoir temporiser et ensuite construire. Et ce qui est clé, alors on l'a mis là, hein, le cash d'abord, les bides d'après, j'allais dire, on se moque totalement, pour rester poli, de la rentabilité de la boîte. Ce qu'on veut, c'est vivre et survivre. Et globalement, tout le monde l'a fait. Alors après, on va revenir, hein, sur les mesures du gouvernement, parce que je crois qu'il faut souligner aussi tout ce qui a été fait par l'État et par les banques, qui se sont totalement mobilisées pour aider les entreprises. Et ce qui fait qu'effectivement, on est aujourd'hui dans une situation un peu paradoxale, mais on y reviendra plus tard, où il y a très peu d'entreprises en difficulté, mais malheureusement, je pense que on n'a pas complètement tout vu. Deuxième slide, mais je vais passer vite parce que finalement aujourd'hui on se concentre sur le volet gestion du court terme, en tout cas du côté EY, et on reviendra après sur les perspectives. Finalement, selon nous, il y a trois phases. Il y a une phase effectivement de résistance, hein, c'est ce que je viens de décrire. Alors certaines entreprises dans certains secteurs sont déjà sorties de cette phase-là, mais nous on en voit tous les jours qui sont toujours dans cette phase-là. Et de mon point de vue, on est encore un peu entre cette phase de résistance et cette phase de relance. Pour autant, tout le monde a travaillé dans le sens je dois construire un plan, je dois essayer de me donner de la visibilité, ce qui est hyper difficile. On le voit bien, nous, sur nos dossiers, que les entreprises soient très en difficulté ou rencontrent quelques difficultés moins impactantes que d'autres. Clairement, on est tout le temps en train de revoir les prévisions. Donc, celui qui est capable de dire ce qui va se passer en 2025, d'ailleurs, dans certaines négociations qu'on mène, c'est très difficile de construire des business plans. Et il y aura effectivement la phase de rebond dans un troisième temps, où là, effectivement, on tire des leçons de la crise, on doit envisager différents scénarios, il y a des changements de business model, on va changer la façon de travailler, etc., etc. On y reviendra aussi. Nous, il y a un grand message aussi qui est de dire qu'une fois qu'on a géré le court terme, il faut se priver d'aucun scénario. Et on sait très bien qu'il va y avoir beaucoup de choses qui vont se passer en termes de consolidation, de cession d'actifs et probablement des mesures plus compliquées aussi à prendre. Donc, trois phases. Et pour terminer mon propos et passer la parole à Pascal, la trésorerie et un outil de pilotage trésorerie, ça permet de piloter, comme son nom l'indique, mais ça permet aussi de communiquer avec l'ensemble de ses partenaires. Il ne faut jamais oublier de communiquer. Pascal, floor is yours. Merci Guillaume. C'est exactement le sens de prochain slide qu'on voulait vous présenter. C'était au centre de cette situation de crise, de trésorerie, c'est la maîtrise du cash quotidien, bien sûr, mais aussi la maîtrise du cash dans ton anticipation et d'avoir un outil pour pouvoir avoir tes besoins de cash sur le court terme, sur le moyen terme, parce que malheureusement, quand on est dans une phase de crise, il faut penser à plusieurs échéances, il faut penser au quotidien, il faut penser à quelques mois, il faut penser à quelques années, car quand on est chef d'entreprise, il faut pouvoir avoir en tête toutes ces phases-là au même moment et les travailler au même moment. C'est toute la complexité. Et pour ce faire, il faut vraiment avoir un outil et être accompagné sur ce genre de sujet, car ça va être au centre des discussions. Qu'est-ce que doit faire apparaître cet outil? Il doit faire apparaître clairement au départ les besoins bruts de la société, c'est les besoins liés à l'exploitation, comprendre quelque part quelle est la génération de trésorerie du moteur de l'entreprise, et il faut bien le maîtriser. Ensuite, avoir en tête toutes les mesures d'optimisation qui pourraient améliorer cette trésorerie d'exploitation. Ensuite, mettre en avant les financements disponibles et pas passer à ce besoin net après financement. On verra apparaître un besoin et ce besoin, il va falloir trouver des solutions par rapport à ce besoin. Et ces besoins, ils peuvent être couverts par différentes mesures.
les mesures du management et de ses actionnaires, qui peuvent être liées à la restructuration des coûts, liées à des discussions avec ses clients, ses fournisseurs. Aujourd'hui, dans le cadre du Covid, il y a énormément de mesures gouvernementales qui ont permis de soutenir la trésorerie, et on le voit dans les statistiques aujourd'hui au niveau des défaillances, qui sont majeures et qui ont été très efficaces. Et après, il y a un troisième panel de solutions, qui sont les solutions autour du restructuring, qui sont autour des procédures de prévention et des procédures collectives, qui sont aussi une autre palette d'outils qui permettent de gérer sa trésorerie sur le court terme et de trouver des solutions sur le moyen terme. Et on y reviendra tout à l'heure avec Alain plus particulièrement. Ensuite, cet outil, le président de trésorerie, c'est un outil de gestion au quotidien pour les dirigeants. Et si on regarde le slide d'après, c'est aussi un outil de communication. Parce qu'après le pilotage, il y a communiquer sur ces problèmes, communiquer avec l'ensemble de la communauté qui entoure l'entreprise, qui vont être les banquiers, qui vont être les clients, les fournisseurs parfois, qui vont être le tribunal, l'ensemble des conseillers qui sont autour de l'entreprise pour amener la transparence qui va amener la confiance. Et sur cet élément de base qui est cette réunion de trésorerie, vont s'organiser ces discussions pour trouver des solutions de différentes natures et préparer quelque part l'avenir de la société. Et pour ça, je vais passer la parole à Maghem, qui a vécu cette difficulté-là au cours de sa vie, et pour nous faire le témoignage de toutes les phases, que ce soit les bonnes phases, les moins bonnes phases, et expliquer là où ils ont trouvé des solutions, que ce soit des solutions internes et des solutions externes. Je vous remercie. Bonjour à tous, Laurence et Charles Matin. Nous sommes ici donc, pour porter évidemment un témoignage de chefs d'entreprise qui avons connu la difficulté. On n'a pas connu que ça, fort heureusement. Donc, nous sommes dirigeants d'entreprise Maghem. Maghem est un fabricant de produits de pâtisserie et essentiellement de macarons. Aujourd'hui, donc, nous sommes une centaine de salariés. Le chiffre d'affaires pour l'année 2019, donc avant Covid, était aux alentours des 12 millions d'euros. Donc, nous avons une capacité de 300 000 macarons fabriqués par jour. En termes d'activité, donc nous sommes extrêmement orientés sur l'export. Donc, ça a aussi des contraintes d'un point de vue cash et mobilisation de trésorerie, parce que les délais de paiement sont beaucoup plus longs. Notre plus gros client, qui est un client japonais, a des conditions de paiement à 80 jours. Voilà, donc ça vient amplifier un petit peu le phénomène. Ceci dit, l'export, c'est quand même 65% de notre activité, et on voit qu'il y a une certaine résilience, notamment pendant la période du Covid. Voilà, en termes d'activité, donc je fais rapidement le tour. Donc le parcours d'entreprise, donc l'entreprise a été créée en 2005. Donc nous sommes créateurs d'entreprise. Donc à l'époque, nous avions 3 associés. L'entreprise est un peu un cas d'école. On a rencontré un certain nombre de phénomènes, notamment l'association, les difficultés d'association, qui viennent aussi impacter le quotidien d'entreprise. Donc, on a plusieurs phases de manière très synthétique. Donc, la phase de création, 2005, qui n'est pas une phase facile. Et puis, je dirais que jusqu'à 2013, on est dans une phase de croissance assez maîtrisée, bien qu'on ait pu une année multiplier le chiffre d'affaires par 5, mais malgré tout relativement maîtrisée. Et donc, dans ce contexte-là, le résultat de l'année finance la croissance de l'année N+1. Donc là, on est plutôt à l'aise. Donc en 2014, l'entreprise arrive à saturation de ses outils, et donc on décide à 3 associés de grandir, et ça passe par un investissement fort, notamment un investissement dans une usine de production et avec des outils de production. Donc cette phase-là est un vrai pari, parce qu'on était dans des conditions idéales de saturation d'outils, donc de rentabilité. Et on a enclenché une phase nouvelle qui a été une phase d'augmentation de la structure forte. Et à ce même moment, on a vécu un certain nombre d'événements, notamment la hausse de 100% d'une matière première stratégique pour nous, qui est l'amande. Donc ça, en 2015, l'amande prend 100% de hausse, et on a beaucoup de difficultés à répertorier les hausses à nos clients. Donc ça pèse énormément sur l'entreprise. En parallèle de ça, un des associés qui s'occupe du commerce perd pied. Donc on se retrouve avec un outil doublé,
Et pour la première fois de l'entreprise, une perte de chiffre d'affaires de 12%. On a un certain nombre de phénomènes. Les titres de cet associé sont rachetés par endettement. Donc, ça veut dire que ça vient encore augmenter l'endettement de l'entreprise. Et on se retrouve à 2 associés face à cette situation. On se répartit les tâches et effectivement, on rencontre une autre problématique à ce moment-là, c'est-à-dire qu'on est à la reconquête du chiffre d'affaires d'un côté, et de l'autre côté, on se retrouve avec des difficultés de gestion, notamment de la production, qui se complexifient et qu'on n'arrive pas très bien à maîtriser et qui génèrent des éléments de perte importants. Donc on se retrouve à passer d'une situation 2014 plutôt entre guillemets confortable, avec la volonté de grandir et de faire encore, aller encore un peu plus loin, à une situation effectivement de fortes difficultés, et c'est assez insidieux. Et on se trouve fin 2017 dans une complexité de trésorerie très forte, une tension de trésorerie très forte, avec un signal à un moment donné qui est le déclencheur, c'est le refus d'une autorisation de découvert, qui était une autorisation à 50 000 €. Ce n'était pas tant le montant, c'est le signal lancé par les banques. Et là, effectivement, on se rend compte qu'on est dans une situation extrêmement difficile. Fort heureusement, on est bien entouré, avant de conseil, et là, c'est extrêmement important. Donc, que faire à ce moment-là? Effectivement, on décide de s'orienter vers une procédure de conciliation. Et donc, effectivement, donc, début 2018, on ouvre une procédure de conciliation. Alors là, on rentre dans un monde qu'on ne connaît pas. Donc, c'est vrai qu'en tant que chef d'entreprise, on a besoin de se faire accompagner et de se faire bien accompagner. Ce qui a été le cas pour nous. Juste un petit détail sur le mois de janvier 2018. En un mois, j'ai perdu 7 kilos. Donc, il y a une grosse pression. Et là, on a besoin de se sentir soutenu. On se sent très seul. Et donc, voilà, donc on entame une phase de conciliation qui est toute nouvelle pour nous. C'est un langage qu'on ne connaît pas. On vit les choses, même certaines réunions, comme des réunions théâtrales. Donc, on est perdu. Fort heureusement, nos conseils nous soutiennent bien. Et en fait, à ce moment-là, on propose 2 axes majeurs pour l'entreprise. Le premier, mais évidemment, et pour nous le plus important, c'est redresser la barre, redresser l'entreprise. Et le deuxième axe, c'est capitaliser l'entreprise. Voilà, donc on travaille ces 2 sujets parallèles. Donc, sur le redressement de l'entreprise, c'est un travail de longue haleine. Et donc, on propose un plan et on le présente aux banques, notamment un plan qui s'étale sur 3 ans. C'est un plan, effectivement, qui est très long quand on est à la tête dedans. Donc, il y a ce plan à maintenir et les directives à maintenir, et il y a le quotidien. Et le quotidien, en fait, je deviens cash manager. Tous les jours, le cash. Et moi, je deviens assistante sociale à l'entreprise, puisqu'on a à l'époque, plus de 100 salariés. Donc, il ne faut pas oublier la partie sociale, très importante. Nous sommes quand même dans l'entreprise des locomotives. Malgré les difficultés, il faut qu'on arrive le matin avec le sourire, la banane, on fait tout le monde, parce que ça se sait dans l'entreprise. Ça crée quand même une certaine tension, une peur, une inquiétude de nos salariés. Donc ça, c'est majeur d'avoir le sourire. Et je ne sais pas, aujourd'hui, je me pose encore la question, où est-ce qu'on va chercher cette force-là? Parce qu'on est tellement anéanti par la procédure, parce que comme le disait Charles tout à l'heure, c'est quelque chose qu'on ne connaît pas. Donc on découvre les choses, on est pris dans un étau entre nos salariés, les banques, la procédure. Bon voilà, mais l'énergie on la trouve, hein, et on l'a encore aujourd'hui. Et donc à mettre mot, effectivement, vous avez évoqué tout à l'heure la communication, effectivement la transparence c'est fondamental. C'est fondamental, être transparent. Par contre, ce qu'on vit, et nous, ce qu'on a senti de l'intérieur, c'est un effet de défiance énorme. C'est-à-dire que plus personne ne vous fait confiance, mais personne. Et on se retrouve dans cette situation-là à essayer de maintenir le cap, à être le plus transparent possible, mais ce que vous dites, on a l'impression que c'est plus ou moins bien pris. Enfin, je veux dire, on a l'impression d'être dans la défiance totale pour maintenir ce rythme. Et par contre, effectivement, communiquer. Pour ça, nous, on a respecté une voie de communication. Pour nous, elle est importante dans le cadre notamment de la procédure
de conciliation, plus du mandat, plus de la conciliation. C'est-à-dire qu'on a laissé nos conseils communiquer et notre mandataire communiquer. Voilà. Donc, on n'a pas été en direct dans la communication, on a laissé les conseils dont se fait le métier communiquer pour nous, notamment auprès des membres. Moi, je suis très rarement intervenu en direct auprès des services spéciaux. J'ai volontairement laissé le canal de communication via les professionnels et les conseils. Ça, c'est un point important. On s'est aussi entouré à cette période, notamment du CPME 44, qu'on remercie aujourd'hui. On a eu beaucoup de soutien, et aussi de notre fédération, la FED, la Fédération de la boulangerie-pâtisserie, dont je suis l'administrateur aujourd'hui, national. On a trouvé beaucoup de soutien auprès de ces associations. Donc, je tenais à le souligner parce que c'est très important. On vivait un petit peu replié dans notre coin chez Mayhem, et on s'est un petit peu ouvert, et aujourd'hui, voilà, on ne regrette pas du tout. Merci à eux tous. En préparation, vous disiez aussi qu'il y avait eu un problème de turnover dans vos effectifs et que c'était aussi, au-delà d'avoir l'énergie positive et de l'irradier vis-à-vis de vos collaborateurs, vous aviez aussi subi quand même pas mal de turnover, et c'est pas facile dans ces moments-là de reconstruire une équipe tout en gérant la crise. Les salariés, enfin, c'est extrêmement anxiogène pour les salariés. Le centre, là aussi, on parlait de transparence tout à l'heure, transparence auprès des salariés, donc dans une juste mesure, parce que voilà, il y a un certain nombre de choses qu'on pourrait expliquer aux salariés qui ne pourraient peut-être pas forcément comprendre, mais effectivement, c'est très anxiogène. Donc, il faut absorber le négatif et retranscrire du positif. Alors, pour donner un chiffre très, très clair, donc, on a au sein de l'entreprise un comité de direction. Comité de direction composé de l'ensemble des chaînes de service. Donc, si je prends le comité de direction en 2015 et si je prends celui que l'on a aujourd'hui, 90% des membres du comité de direction font partie pendant la période de conciliation. C'est énorme, énorme. Par contre, le 109 nous a aussi beaucoup apporté. Merci beaucoup pour ce témoignage. Je vais passer la main à Simon Terninck, qui travaille au Crédit Agricole Vendée-Atlantique, pour nous donner son témoignage par rapport à ce type de procédure et d'expérience des entreprises du point de vue de la banque. Oui, bon, merci. Bonjour à toutes et à tous. D'abord, je voulais dire que je suis très impressionné par le parcours de monsieur et madame Maté et de leur entreprise. Et leur témoignage est très précieux, notamment parce que je vais essayer de parler au nom des banques, et ce que je ressens, c'est parfois en effet un décalage au début de ces événements de difficulté, et on va en reparler, parce qu'on n'a pas on rentre, le métier de banquier, c'est un métier de gestion d'incertitude, et quand on se retrouve devant un client en difficulté, c'est une incertitude augmentée. Et du coup, bien comprendre la posture et ce que ressent nos clients et nos dirigeants d'entreprise est un point important qu'on oublie parfois, puisqu'on est peut-être parfois un peu focalisé sur notre relation bancaire. Et je tiens vraiment à remercier ce témoignage et monsieur et madame Maté, parce que ça rend les choses vivantes et crée des passerelles. Alors, ce que je voulais dire rapidement, c'est d'abord un point de vue de banquier qui rejoint ce que disait Asiba tout à l'heure. Nous sommes positifs sur le contexte. Nous ne constatons pas aujourd'hui de défaillance autre que celle qui était connue d'avant. Et donc, on est bien dans en plus, on a la reprise économique à travers nos clients et on le ressent bien. L'autre point que je voulais rajouter, c'est que les mesures auxquelles nous avons pu participer, eh bien, à la fois ont aidé les entreprises, mais en même temps donnent une vision qui opacifie la réalité et la santé des entreprises. Néanmoins, dans un esprit positif, on essaye de les intégrer dans nos raisonnements. Alors, une partie que vous avez sous les yeux, je commencerai par la dichotomie de point de vue. Vous l'avez dit, monsieur Maté, monsieur Cornu, vous avez une approche classe immédiate parce que vous êtes dans l'entreprise tous les jours. Nous, on a les bilans annuels.
Et donc, on a déjà à première approche cette inquiétude ou cette recherche de connaissance de l'immédiateté et de la capacité financière. C'est ce que je veux dire par cette dichotomie. Le deuxième point, c'est que face à la difficulté, quand nous avons des entreprises avec plusieurs banquiers, nous recherchons une cohésion des banques. Le principe étant que, enfin, notre philosophie dans les banques, c'est d'accompagner nos clients, que nous voulons absolument éviter le risque ultime, la défaillance finale. Et donc, il faut que pour nous, que les banques soient aussi une vision cohérente de la situation. Et donc, ça nous amène parfois à aller rechercher, à proposer la conciliation. Ça peut peut-être être étonnant, Monsieur Maté, vous découvriez ce que c'était la conciliation, mais c'est un outil qui permet de se mettre en négociation équilibrée. Troisième point, c'est la vision cash, vous l'avez vraiment bien exprimé. En effet, la rentabilité devient secondaire à notre point de vue, et c'est autour de la vision cash, la solidité qu'un dirigeant peut avoir dans la compréhension de la vie de ses propres fournisseurs et clients, et donc de son business. Le quatrième point que je souhaitais aussi évoquer avec vous, c'est, voilà, vous l'avez dit, transparence. Il nous faut, on aime avoir des informations complètes et on aime aussi bien comprendre les mesures que vous avez pris en compte. Et je voulais signaler que lorsqu'on a un audit qui est fait, comme le fait le EY, eh bien c'est extrêmement rassurant. C'est extrêmement rassurant parce que ça structure la logique et la compréhension que le banquier peut avoir à un moment de vie important de l'entreprise. Autre point que j'insiste, et là, on remplit notre rôle de métier, on prête, de banquier, on prête dans un espoir très très fort de recouvrer les créances. En période de difficulté, ne soyez pas étonnés que nous recherchons aussi à ce que j'appelle maximiser les garanties, c'est-à-dire les augmenter, élargir notre capacité de bien asseoir nos prêts, dans la mesure où ça permet aussi d'accompagner plus facilement le rebond ou les besoins immédiats. Enfin, point très très important, vous l'avez exprimé, monsieur et madame Maté, c'est en effet le point de vue du dirigeant. Vous avez dit quelque chose d'important, il n'y a plus personne qui vous fait confiance. C'est un réflexe de la part d'un banquier de prendre un peu de recul. Est-ce qu'il est bon, est-ce qu'il est mauvais? Ça reste une situation que nous appréhendons et on a un premier choc. Donc, quelle est la posture du dirigeant? Est-ce qu'il a bien, est-ce que lui-même a confiance? Et qu'est-ce qu'on peut lui apporter aussi comme impulsion pour qu'il reste dans la bataille? Et je distingue le rôle de l'actionnaire. Le banquier peut faire des efforts. Généralement, on les associe avec l'effort que peut faire l'actionnaire, parce que c'est le signe de confiance dans l'avenir. Et en même temps, le banquier, il ne fait pas le business. Quelque part, il le subit avec les mesures prises par le dirigeant. Voilà les quelques points que je voulais citer. Tout ça est nourri par le fait que si notre logique est d'accompagner, c'est-à-dire qu'on ne vit, on ne respire, on ne boit qu'avec nos clients. Notre territoire est un territoire extrêmement favorable et en même temps, notre vie n'est que subsidiaire de la vie de nos clients. Voilà ce que je voulais exprimer en vous remerciant vivement, monsieur et madame Maté, d'un témoignage très, très direct. Merci beaucoup. C'est extrêmement intéressant de confronter ces deux témoignages. Dans une réunion de ce type-là, le point de vue de l'entreprise et le point de vue de la banque, c'est des points de vue qui s'opposent. Là, on voudrait avoir la chance d'écouter Alain Dassaulou, qui va nous particulièrement nous parler un petit peu des statistiques au niveau des procédures collectives dans le Pays de Loire et au niveau de Nantes, et aussi tout l'accompagnement qu'on peut faire au travers d'accompagnement
préventif au niveau des associations professionnelles et aussi de tout ce qui est possible au niveau des tribunaux de commerce. Merci. Bien. Bonjour à vous tous et à toutes. Oui, je pense que la base de mon message sera surtout entrepreneur. Vous n'êtes pas seul, il y a du monde pour vous aider. C'est important. La communication, on y reviendra toujours là-dessus. Bon, j'ai des statistiques, mais bon, la Banque de France en a déjà parlé, donc on va passer très vite. La seule chose qu'on peut remarquer, c'est la baisse, bien sûr, et sur le premier trimestre 2021, c'est qu'il y a un certain nombre de dossiers qui arrivent en procédure collective, mais ce sont des TPE, généralement, qui sont souvent unipersonnels, avec très peu de chiffre d'affaires, et qui passent directement à la cas de liquidation, malheureusement. Et l'autre point que je noterai aussi, c'est que par contre, les procédures qui existent comme le mandat ad hoc et la conciliation sont, à mon avis, pas assez utilisées. Ce sont des procédures qui sont des procédures de gestion et pas des procédures punitives. Je pense que Maghem en est un bon exemple. Et je remercie aussi les dirigeants de Maghem, parce qu'il faut être courageux pour venir témoigner de ces difficultés devant plein de monde. Merci. Donc, je passe. Voilà. Alors, la CPME est porteuse d'un projet qui est national et qui n'est pas que régional, qui s'appelle le groupement de prévention agréé. C'est un groupement qui est reconnu et fondé sur des articles du droit du commerce et qui donne lieu à un agrément de la préfecture. Donc, les premiers à l'avoir créé, c'est le département du 41, le Loir-et-Cher, et ils l'ont étendu ensuite à la région. Et moi, c'est suite à une émission sur M6 qui portait sur leurs actions, leurs résultats, que je me suis dit que la CPME devait essayer d'adapter cet outil à l'ensemble de ces outils pour aider les entreprises. Encore une fois, je reviendrai toujours au même message, ne restez pas seul, venez, il y a du monde pour vous aider. Alors, le GPA, parce que ça gêne juste certaines personnes, le groupement de prévention agréé est un système qui n'englobe pas que la CPME. Aujourd'hui, on est en discussion avec le DP, on est en discussion avec le MEDEF, on voit un petit peu tous nos partenaires, on est en discussion avec le CIP, la Chambre de commerce. Nous avons un accord avec le CIG, qui est un groupement aussi important d'anciens dirigeants d'entreprise, pour apporter des experts à ce groupe. Donc, ce groupement, c'est quoi? Nous avons des gens qui sont des alertes. Nous sommes en discussion avec l'Eurostat, nous sommes en discussion avec l'IGF, IP, nous sommes en discussion avec la Banque de France. Tous ces gens qui savent bien en avance, et le commerce aussi, hein, tous ces gens qui savent bien en avance les prémices des difficultés. Et alors, soit c'est nous qui appelons ces gens-là, qui nous sont donnés par nos alertes, soit les entrepreneurs nous appellent directement. C'est totalement confidentiel. Je dirais que c'est un comité d'écoute qui va faire un diagnostic, qui va accompagner le chef d'entreprise pour lui trouver des solutions. Quelle que soit la solution, il faut clair, la solution peut mener au tribunal de commerce pour un mandat de conciliation ou malheureusement des procédures. Il faut voir les choses clairement. Mais nous avons des tas d'experts industriels, que ce soit dans le domaine de l'alimentaire, que ce soit dans le domaine de l'aéronautique et autres, qui sont là prêts à aider les entrepreneurs. Parce que on a parlé beaucoup de cadres et de chiffres, et c'est très important. Mais il y a aussi tout le côté industriel et tout le côté humain qui est derrière. Un entrepreneur, c'est d'abord un homme. Et donc, il faut savoir l'écouter, il faut savoir être là. Et l'important du plan de prévention agréé, c'est que ces gens-là viennent parler de faire appel à ça. Ils vont s'adresser à des entrepreneurs qui vont être là pour les écouter et les comprendre. Donc voilà, nous avons eu l'agrément de la préfecture il y a quelques temps, nous allons commencer à communiquer. Moi, j'ai testé l'année dernière avec M. Cadio des GPA, mais sans le dire parce qu'on n'avait pas d'agrément. Donc on a fait à peu près 100 à 120 dossiers tous les deux. Ça fonctionne très bien. Ça a permis de sortir beaucoup d'entreprises des difficultés très très vite. Le tout, c'est plus c'est vite fait tôt, mieux ça va. Donc, messieurs les entrepreneurs, entrepreneuses, n'hésitez pas à communiquer. Nous ne sommes pas là pour vous juger, nous sommes là pour vous aider. Voilà, Alors, je vais revenir un petit peu sur ces procédures qui existent aujourd'hui. Mandat ad hoc, conciliation que je ne trouve pas assez utilisé, parce que les gens ont toujours un petit peu peur, et c'est vrai, du tribunal de commerce. J'en ai fait partie, puisque j'ai été juge consulaire. C'est vrai que quand on dépasse cette région avec sa robe et l'autre, ça change un petit peu. Au-dessus des personnes, ça peut changer l'approche. Mais ce sont des procédures qui sont totalement confidentielles.
surtout le mandat ad hoc. Hein. Le mandat ad hoc, c'est une procédure. Vous avez une difficulté de trésorerie, vous avez une situation de tension de trésorerie, litigieuse ou conflictuelle, le mandat ad hoc, vous pouvez vous en servir. Et il y a la conciliation aussi qui existe, après qui peut. Alors la différence entre les deux, c'est que le mandat ad hoc ne peut pas avoir lieu après le défaut de paiement, alors que la conciliation peut avoir lieu. Tout résultat qu'elle se passe, il est toujours très difficile de déterminer la date exacte, ce qu'on appelle l'étatisation de paiement. On essaie en fonction de la trésorerie. Ça, il faut que la conciliation donc, ait lieu dans les 45 jours qui suivent la date. Donc, vous demandez la nomination soit par le président, vous connaissez un mandataire, ad hoc et conciliation, qui va être nommé par le tribunal et qui va vous accompagner. Le mandat ad hoc, il n'y a pas de limite dans le temps. La conciliation, elle a une limite dans le temps. Et les deux sont totalement confidentiels, sauf si dans le mandat ad hoc, vous demandez, après avoir eu un accord avec vos créanciers et vos banquiers, qu'il soit homologué par le tribunal. Donc il faut les utiliser le plus tôt possible. Dès que vous sentez que la trésorerie commence à ne pas vous empêcher de trouver des solutions, lorsque vous avez plusieurs facteurs qui rentrent en compte, retard dans l'agrément des fournisseurs, des échéances d'emprunt, vos impôts, il ne faut pas hésiter surtout à se... En plus, en général, si vous avez un bon pas d'assurance de responsabilité civile, ce contrat couvre souvent pour ce genre de solution. Donc voilà, surtout ne pas hésiter à parler le plus tôt possible aux gens qui peuvent conseiller et vous aider. Vous n'êtes pas seul. C'est ça qu'il faut se rendre compte. Et je pense que Charles et Laurence l'ont bien dit, c'est à partir du moment où on sait s'entourer et être écouté, c'est déjà beaucoup. C'est une bonne partie de la solution que vous avez faite. Merci beaucoup. Je vais redonner la parole à Guillaume pour nous donner des perspectives sur cette période un peu étrange et des éléments de conclusion pour essayer d'appréhender ces prochains mois qui risquent d'être très différents des précédents. Guillaume, je t'en prie. Merci à tous. D'abord, super témoignage des dirigeants, parce qu'effectivement, je crois que la synthèse, c'est que, pardonnez-moi pour l'expression, mais elle ne vient pas de moi, les emmerdes volent en escadrille. Les facteurs clés de succès, et on le voit bien, c'est l'équipe, c'est-à-dire c'est effectivement savoir s'entourer. Je ne dis pas ça parce qu'on est conseil, mais c'est une équipe qui gagne avec le mandataire, les avocats, les gens comme nous. Mais à la fin du jour, et je parle sous le contrôle de mes amis banquiers, c'est les dirigeants qu'on achète parce que c'est eux qui portent le plan et le conseil qu'on donne toujours, c'est n'écarter aucun des scénarios et surtout essayer de faire en sorte que ce soit un fusil à un coup dans le sens qu'on n'y revienne pas parce que malheureusement alors après il y a des rechutes qui peuvent intervenir pour plein de raisons, mais en tout cas c'est opération vers vérité dans la mesure du possible et un plan le plus sécurisé possible. Mais finalement, les intérêts, de mon point de vue, sont toujours alignés parce que les banques souhaitent être remboursées, les fournisseurs aussi, les assureurs crédit, etc. Et la meilleure solution, c'est d'assurer la pérennité de l'entreprise. Alors, les perspectives, et là, je vais être extrêmement humble parce que je pense qu'on s'est juste tous trompés. Nous, on a connu une période très intense d'activité, nous et nos confrères, au moment du premier confinement. Et on s'est tous dit, voilà, ça va être une catastrophe septembre-octobre. Bon, la réalité, elle n'est pas là, et tant mieux. Encore une fois, il faut souligner tout ce qui a été fait par l'État et les banques pour aider les entreprises. Mais aujourd'hui, et ça a été dit, on voit qu'il y a 40% de défaillances en moins. C'est juste contre-intuitif. Il y a des dossiers de mandat ad hoc de conciliation, et tant mieux, et je rejoins ce qui a été dit, ce sont d'excellentes procédures parce que de toute façon, il vaut mieux commencer comme ça, même s'il ne faut pas écarter parfois des procédures collectives. Et j'insisterai jamais assez sur le fait que les procédures collectives, sauvegarde, voire redressement judiciaire, ce n'est pas la mort de l'entreprise, à partir du moment où c'est fait de manière très anticipée et préparée. Donc, c'est quoi les perspectives? Nous, ce qu'on voit, c'est qu'il y a énormément de liquidités. Je vais être très humble, je ne comprends pas tout ce qui se passe sur la bourse, je ne comprends pas tout non plus de ce qui se passe sur le marché de la transaction parce qu'on voit beaucoup d'opérations de M&A avec des valeurs complètement folles, mais je pense que tout ça est expliqué essentiellement par le fait qu'il y a beaucoup de liquidités et il y a une forme de reprise économique, mais je pense qu'il faut être extrêmement prudent. Je dis ça en tant que, encore une fois, vieux du restructuring. J'ai la chance dans mes activités à la fois restructuring, mais aussi d'animation transverse du segment entrepreneur, PME, ETI, et en couvrant l'ensemble du territoire, d'échanger avec beaucoup de monde, et notamment avec les banques. Et je ne parle pas des équipes affaires spéciales qui sont nos interlocuteurs privilégiés dans les dossiers de crise, mais je parle aussi avec toutes les équipes que je vais appeler coverage. Et puis, on a parlé aussi avec les assureurs crédit et autres. Aujourd'hui, qu'est-ce
qu'est-ce qu'on voit venir? Et encore une fois, je pense qu'on se trompe, mais en tout cas, il y a une certaine convergence de points de vue. C'est que, bon, de toute façon, il va falloir un moment ou un autre que les aides, elles ne vont pas pouvoir continuer de manière indéterminée. Ce qu'on voit venir, c'est malheureusement un rattrapage en termes de défaillance d'entreprise et j'allais dire malheureusement, comme toujours, les plus petites entreprises qui risquent d'être impactées. Donc, il risque effectivement d'y avoir une augmentation des défaillances procédures collectives, ce qui ne veut pas dire, encore une fois, que ce sera la mort de l'entreprise, et je pense qu'on assistera à un phénomène de consolidation et de reprise. On sent en ce moment une certaine, comment dire, pas reprise, que j'aime pas ce mot-là, mais en tout cas une accélération des dossiers de restructuration type mandat ad hoc et conciliation. Donc, évidemment, il y a des secteurs qui sont plus impactés que d'autres, et ils ont été cités tout à l'heure. Mais ce que je comprends de l'organisation des banques, et c'est un peu ce qu'on fait aussi chez EY, et c'est pas pour faire de la pub, c'est en s'appuyant sur la région, parce qu'on croit beaucoup à la proximité et être proche des entrepreneurs partout, et les banques c'est pareil, c'est qu'il y a une organisation qui est en train de se mettre en place pour faire face à des situations qui seront peut-être des situations que je vais qualifier de refinancement, mais à un moment ou à un autre, on va être obligé de se mettre autour de la table parce qu'il y a quand même mis de la dette sur la dette et qu'il y a des mesures qui doivent être prises, il faut refinancer, il faut restructurer cette dette. Ça ne passera pas forcément toujours par des mandats ad hoc et des restructurations, je veux dire, un peu dures, mandat ad hoc, conciliation, Syrie pour les plus gros dossiers qu'on connaît. Et on connaît déjà ces situations-là. Pour autant, les affaires spéciales peuvent être en backup et regarder et coacher, j'allais dire, les équipes coverage locales. Mais en tout cas, je comprends des banques, plusieurs des banques avec qui j'ai discuté, qu'il y a des dispositifs pour justement être dans la prévention. Et si on doit aller au mandat ad hoc, on ira au mandat ad hoc et à la conciliation, qui sont encore une fois des très bonnes comment dire, solutions. Ce qu'on se dit aussi et ce qu'on voit, et que ce soit dans le cadre de procédures collectives, c'est-à-dire de redressement judiciaire, que ce soit dans le cadre de dossiers de restructuration peut-être un peu plus durs, mandat ad hoc, conciliation, Syrie, ou que ça soit dans le cadre de refinancement, je pense qu'on va être moins confronté à ce qu'on a pu connaître dans les années 2008, vous savez, de restructuration financière que nous, on a qualifié, alors c'est un anglicisme, hein, d'amend and extend, c'est-à-dire je reprofile ma dette en fonction de ma capacité de remboursement de cash flow, mais on va être beaucoup plus dans du rapprochement d'entreprise, dans du renforcement de fonds propres. Alors, il y a évidemment l'État qui, en termes de différents fonds, etc., qui participe. Et je pense qu'on va assister effectivement à une forte consolidation. Et peut-être ce qui va permettre, si on doit voir ça sous une autre opportunité, de renforcer nos ETI, nos PME, de les faire grossir, comme on le voit chez certains de nos gouvernants. Voilà ce qu'on se dit. Alors, on se trompe probablement. Ce qu'il ne faut pas oublier aujourd'hui, c'est que les entreprises ont beaucoup de trésorerie. Il ne faut pas négliger le fait que dans certains secteurs, contrairement à ce qu'on a pu connaître dans des crises précédentes, ça ne va pas être dans 6 mois, dans 1 an que ça va reprendre. Il va falloir plus que ça. Et donc, le cash reste effectivement le nerf de la guerre. Et de mon point de vue, il y a peut-être des procédures qui vont être utilisées plus qu'avant, notamment, je pense à la sauvegarde, pour justement tenir plus longtemps que les 6 mois et les 12 mois. Voilà ce qu'on se dit en termes de perspective, mais anticipation, gestion du cash, pas de déni, étudier tous les scénarios possibles et inimaginables parce qu'il ne faut pas se mettre de barrière. Donc voilà, je pense que j'ai dû faire à peu près la conclusion, mais si je dois terminer sur une note positive, je pense que les entrepreneurs ont beaucoup appris, on a tous appris de cette crise. Je pense que ce qui a été fait permet effectivement d'amortir le choc. On n'est pas sorti de cette crise, malheureusement. On a les moyens d'en sortir collectivement. Et encore une fois, c'est toujours un travail d'équipe. Et comme vous le disiez tout à l'heure, de regagner la confiance qu'on perd parfois injustement dans ce type de situation, parce que qui dit confiance dit trésorerie. Voilà. Et je tire mon chapeau aux entrepreneurs, parce que franchement, j'apprends tous les jours avec eux et je suis admiratif de ce qu'ils font. Voilà ma conclusion. Merci beaucoup, Guillaume. Je vais laisser aussi la possibilité à Magam peut-être d'avoir quelques éléments à nous faire partager. Tout le monde a beaucoup apprécié votre témoignage. Il y avait un mot à retenir du point de vue des entrepreneurs par rapport à tout ce que vous avez vécu et peut-être aussi, peut-être comme vous voyez aussi les mois à venir. Moi, si j'ai un mot de fin, c'est qu'il faut toujours y croire. Il faut toujours y croire. Ne rien lâcher. Voilà, même si, comme je le disais tout à l'heure, on a des moments difficiles. Aujourd'hui, il y a des bons moments. C'est du passé, c'est derrière nous. On n'oublie pas, on n'oubliera jamais, parce que c'est quelque chose qui marque. Mais voilà, il faut y croire. Voilà. On dispose d'outils pour y croire, d'outils de personnes compétentes
Le système nous permet effectivement, si on joue le jeu tous, de s'en sortir. Les intérêts s'alignent, les intérêts sont communs, c'est ce que je disais. Après réflexion, après recul, après gestion de tout ça, on se rend bien compte que les banques ont des intérêts communs avec les nôtres. Personne ne veut perdre. Bon, c'est ce qu'on vit. Donc, soyons ouverts sur les systèmes chef d'entreprise. Et il y a un mot que j'ai retenu aussi, c'est le déni, de ne pas faire de déni. C'est important. Merci beaucoup. Je voudrais profiter des dernières minutes pour, s'il y a des questions, si des participants ont des questions à poser. Je n'en ai pas reçu à ce stade. Je ne sais pas si Audrey… Oui, bonjour à tous. Alors effectivement, je vais me faire la voix du chat. Donc pour l'instant, une question, donc n'hésitez pas bien sûr à en poser d'autres. Alors, une question de Monsieur Frex. Donc, les banques sont obligatoirement en difficulté dans ces moments particuliers car elles gèrent les liquidités de clients qui ont une aversion au risque. Donc, pourquoi ne pas imaginer des fonds d'investissement spécialisés avec des investisseurs qui acceptent les risques en phase de développement comme en phase de redressement? Alors, je vais laisser la parole à Guillaume pour répondre parce qu'il y a des éléments de réponse là-dessus. On voit de plus en plus ce type d'investisseurs arriver. Après, en fonction pas sur toutes les mêmes typologies d'entreprises, mais je vais laisser Guillaume préciser. Oui, alors encore une fois, avec beaucoup d'humilité, parce que c'est une très bonne question. Et c'est vrai qu'il y a en France, contrairement notamment aux pays anglo-saxons, très peu de fonds dits alors j'aime pas le terme, de retournement, situation spéciale, situation complexe. Et je sais que la BPI pousse pour que certains se développent. Je pense qu'une des réponses, c'est qu'il y a tellement de liquidités en ce moment que les fonds, ils restent dans des métiers plus traditionnels en essayant plutôt de faire des investissements dans des sociétés qui se portent bien. Mais je vois que l'État est en train de développer par filière, par secteur, effectivement, et de pousser justement dans le cadre du plan de relance à la création de ces fonds. Mais c'est une très bonne question. Après, il y a d'autres acteurs qu'on n'a pas évoqués et ça concerne plus les gros dossiers. Et c'est pour ça aussi, tout à l'heure, je disais qu'il y aurait moins d'amen and extend, mais plus de consolidation, etc. On voit aussi, mais je parle sous le contrôle des banques, notamment sur des plus gros dossiers, des grosses ETI, des banquiers qui ont tendance à céder leurs créances. Et on voit des fonds, et on voit notamment, il y a énormément d'argent qui vient des États-Unis et en Angleterre au travers de ce que je vais appeler des fonds de dette. Alors, ils appellent ça aussi des alternative capital providers. Et ce sont des gens qui rachètent des créances. Alors, certains pour faire des plus-values rapides, mais d'autres aussi pour mettre la main sur l'entreprise. Et on assiste à des discussions extrêmement difficiles pour appeler un chat, parce qu'on peut se retrouver avec des banquiers traditionnels qui sont dans la construction avec une vision très différente de ces fonds-là, qui vont être effectivement dans… Voilà, donc je ne réponds pas totalement à votre question. Je pense que ça va se développer, mais oui, effectivement, de toute façon, il y a des besoins de renforcement de fonds propres. La BPI joue quand même un rôle important là-dessus. Il faut aussi le soutenir. Et pour compléter, je sais que dans la région Grand Ouest, il y a un fonds de retournement local qui s'est créé, c'est assez frais, donc il y a des choses qui sont aussi localement. Je vais redonner la parole côté Maghem. On a une question pour préciser le tour de cash manager au quotidien. Qu'est-ce que ça veut dire? Pour des gens comme nous, ça nous parle. Moi aussi, en tant que conseiller trésorier, encore plus. Et pour avoir aussi un peu vécu votre expérience en tant que directeur financier, peut-être je vous laisse préciser. Eh bien, Cash Manager, c'est passer son temps sur la mobilisation des créances, sur la négociation avec les fournisseurs pour étaler les paiements, c'est préserver sa trésorerie au maximum, c'est faire des plans de trésor qui soient les plus justes possible. On fait des plans de trésor mensuels, pas dans l'intramensuel, pas faire de délit sur sa trésor, effectivement, donc se dire effectivement dans le plan, waouh, la trésor est très très compliquée, tel mois, eh bien, il faut affronter ça et trouver des solutions. Mais effectivement, c'est aller 15 fois sur les comptes par jour, et on oublie un petit peu l'aspect social du chef d'entreprise, de son rôle. Moi, j'étais extrêmement mobilisé par ces effets-là et très en contact avec les services comptables. Oui. Le temps se raccourcit. Nous sommes fin du déjeuner. Je vais repasser la parole à Philippe Audureau.
Oui, bah écoutez, merci, merci à tous et à toutes de cette intervention. Je pense qu'effectivement, ce n'était pas facile pour une entreprise qui a vécu ce genre de situation. Je me posais la question de savoir si travailler en couple dans l'entreprise, c'était une force ou un risque. C'est probablement un risque en termes de revenus. C'est certainement, comme vous l'avez démontré, une force pour se soutenir l'un et l'autre. Et je pense que dans les difficultés, l'aspect familial ne doit pas non plus être totalement exclu. Je pense qu'il faut effectivement avoir toujours les yeux tournés vers l'avenir. Et je rebondis sur la remarque d'un de nos participants qui dit qu'il faut aussi avoir une vision stratégique du futur, même quand on a la tête dans le guidon. Voilà, donc merci à tous, merci à nos partenaires, merci à EY pour cette brillante animation. Rendez-vous pour nos prochains petits déjeuners maintenant au mois de septembre, comme je le disais. J'espère que nous pourrons le faire en présentiel, ça sera quand même plus sympathique. Donc, Connexion Finance le 23 juin. L'événement IOC le 17 juin en partenariat donc sur le plan international avec l'IOC, des clés pour avancer vers un monde nouveau. Vous voyez que toutes les choses, les événements nous obligent à regarder le futur et c'est une bonne chose. Donc notez aussi les prochains rendez-vous, 15 octobre, 19 novembre, 10 décembre, je vous laisse les découvrir sur notre agenda. Voilà, très bon week-end à tous et à tous. Merci encore et à bientôt pour nos prochains rendez-vous.